On veut voir les billets. Le 1er janvier 2002, je m'en souviens parfaitement. Je me suis précipitée après le petit déjeuner pour retirer des euros. Vraiment, les pièces, on les a vues en même temps que tout le monde dans les starter kits. Tout d'un coup, on touchait du doigt cette citoyenneté européenne qui est inscrite sur nos passeports. J'avais un sentiment de fierté, mais nous, ça faisait déjà 4 ans qu'on les avait vus, on les connaissait par cœur. Le 1er janvier 2002 à minuit, l'Union européenne voit arriver sa monnaie unique, l'euro. C'est 50 €, je sais pas combien ça fait en francs, mais ça fait plaisir d'avoir des euros. Adieu le franc, la peseta ou le Deutschmark. 15 milliards de billets et plus de 50 milliards de pièces en euros sont introduits sur le marché. Une arrivée qui va chambouler la vie quotidienne de 304 millions d'Européens. C'est la première fois que des pays souverains, égaux, décident d'abandonner leur monnaie et de prendre finalement une nouvelle histoire monétaire commune ensemble. Et en faisant ça, on dit qu'on a confiance dans les autres, d'une certaine manière, et qu'on veut écrire son histoire avec les autres. En 2002, l'Union européenne ne compte que 15 pays membres. Seulement 12, en bleu sur la carte, vont adopter l'euro. Et ce choix est au départ un peu déroutant. En France, 1 euro équivaut à 6,55 957 francs, et les calculs ne sont pas toujours simples. Alors donc 72 divisé par 6, 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 40. 6 fois 7, ça fait combien? 42? On a eu le franc fort, on a eu le franc lourd, on a l'euro, mais on est toujours aussi pauvre. Mais l'arrivée de la monnaie unique ne s'est pas faite en une nuit. Pour relever ce défi, il a d'abord fallu se mettre d'accord. De nombreux rapports ont été écrits et presque autant de traités signés pour aboutir à la mise en place de l'euro. L'idée de la monnaie unique, c'est une très vieille idée finalement. En réalité, il y a toujours un rapport qu'on cite comme une référence, c'est le rapport Werner. Monsieur Werner était un luxembourgeois, ami de Jean Monnet. En 1970, il a produit un rapport qui expliquait exactement ce qu'il fallait faire pour mettre en place une union économique et monétaire et une monnaie unique. Mais cela prendra plus de temps que prévu. Il y a une dimension tout à fait politique dans l'euro. Cette idée de paix est absolument fondamentale. L'idée de travailler ensemble et d'arrêter ce nationalisme qui avait conduit à tant de guerres en Europe. Une fois d'accord sur le principe, il a fallu choisir un nom, un symbole et un graphisme à cette nouvelle monnaie. Le nom euro, diminutif d'Europe, est décidé en 1995 lors du Conseil européen de Madrid. Quant au symbole, ce E, il reprend les initiales d'euro et Europe. Mais il s'inspire aussi de la lettre grecque epsilon. Les deux barres parallèles symbolisent la stabilité, ce que tout le monde espère. Pour le design des billets, Robert Kalina, un graphiste autrichien, réalise les maquettes des premiers billets qui circuleront dans toute la zone euro. Et tout a un sens. J'ai pensé au pont pour l'idée de jonction entre les pays. Ils permettent de franchir les obstacles. Sur l'autre face des billets, il y a des portes et des fenêtres qui sont ouvertes. On peut passer à travers, voir à travers, et ainsi connaître de nouvelles expériences. Pour ne pas faire de jaloux et garantir cette fameuse stabilité chère à l'euro, tous les billets seront strictement identiques. Mais pour que l'identité de chaque pays soit reconnue, les pièces seront personnalisées. Elles auront une face commune représentant la valeur de la pièce et une face symbolique. En France, on retrouvera par exemple l'effigie de Marianne, la semeuse du sculpteur Oscar Rotti, et un arbre stylisé dans un hexagone. En France, toutes ces pièces ont été gravées pour la première fois dans l'usine de Pessac, en Nouvelle-Aquitaine. C'était en 1998, 3 ans avant l'adoption de la monnaie unique. Chaque année, on refait la face pour rajouter les millésimes. On est dans l'entreprise qui les a fabriquées. On sait que ces pièces-là, elles vont être produites à des millions, des milliards d'exemplaires, que tous les Français et Européens vont les avoir en main. Donc c'est vrai que participer à ce projet-là, c'est quand même c'est une fierté. Une fierté partagée par les monnayeurs, ceux qui ont frappé les premiers euros. Ça a été satisfaisant de voir quelques années après, lorsque les euros sont sortis, d'avoir les pièces en main à l'extérieur de la monnaie. On a déjà fait 222 000 pièces. Et à la fin de la journée, on va frôler les 300 000 pièces. Et à chaque fois qu'on les voit, on se dit tiens, on les a faites, c'est peut-être moi. Voilà. Et c'est Dominique Strauss-Kahn, à l'époque ministre des Finances, qui était venu superviser la production. Le fait d'avoir entre les mains aujourd'hui le premier euro concret, l'euro au quotidien, celui que les Français vont avoir dans la poche, c'est assez émouvant. Oui.
À Pessac, l'usine fabriquera 8 milliards d'euros pour être prête pour le 1er janvier 2002. À l'époque, 250 pièces sont fabriquées à la minute, contre 850 par minute aujourd'hui, grâce à l'évolution des machines. Mais au-delà de la logistique, la création de l'euro était particulièrement symbolique. Je crois que la création de l'euro, c'était bien plus qu'une monnaie. C'était l'idée qu'on franchissait une étape significative dans la construction européenne. Puisqu'on partage la même monnaie, la façon de s'adresser au reste du monde, la façon de défendre les intérêts des citoyens, évidemment, doit être beaucoup plus débattue, partagée. Longtemps, les monnaies étaient nationales, des symboles très forts nationaux, donc la diversité. Et puis tout d'un coup, on essaye de mettre le curseur plus vers l'union, et cette monnaie unique va dans ce sens. Et on a enlevé un très fort symbole du nationalisme historique. Pendant 2 mois, la double circulation des monnaies est autorisée. Mais en mars 2002, l'euro devient officiellement la seule monnaie ayant cours dans la zone euro. Dès lors, les années passent et de nombreux pays adhèrent à cette monnaie unique. 20 ans après sa mise en place, l'euro est utilisé dans 19 pays et il est devenu une référence au niveau international. Au fil du temps, de nouvelles pièces sont créées pour illustrer cette évolution. Les billets évoluent eux aussi, mais pour s'adapter à la contrefaçon et à la criminalité organisée. L'euro est pour moi une grosse réussite dans la mesure où justement il a réglé un certain nombre de problèmes qui étaient les habituelles crises de change qu'on a connues et notamment encore en 1992 et 93. C'est-à-dire que les monnaies étaient attaquées dès qu'un pays allait mal. Il a aussi résolu le fait que justement on se concurrençait souvent en dévaluant les monnaies, donc on faisait une sorte de concurrence un peu de compétitivité déloyale et ça, quand on veut unifier un marché, ça n'allait pas bien. Malgré cela, en 20 ans, l'euro a traversé plusieurs crises, dont la crise grecque en 2011, qui aurait pu sonner la fin de la monnaie unique. Après des mois de tergiversation, les États européens et la Banque centrale européenne décident de sauver la Grèce au prix d'une rude politique d'austérité. C'était pas juste une question de savoir est-ce que la Grèce a fauté, est-ce que la Grèce doit partir ou est-ce que la Grèce peut partir. C'était aussi, au fond, si vous ne le faites pas par solidarité vis-à-vis de la Grèce, faites-le pour vous-même. Parce que si la Grèce sort, vous allez saper les bases de votre force. Et c'est notamment pour profiter de cette solidarité à surmonter les crises que de nombreux pays souhaitent rejoindre la zone euro. À l'image de la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, mais la date est encore incertaine. En attendant, l'avenir de l'euro se pose. Tous les problèmes n'ont pas été réglés. Il y a un problème de coordination entre une monnaie unique pour 19 pays et toujours 19 budgets, 19 politiques budgétaires nationales qui ne sont pas toujours très bien coordonnées. Et on se voit aussi que la compétitivité, par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus la rééquilibrer par la dévaluation. Donc ça se fait souvent par de la désindustrialisation ou par du chômage. On voit bien que maintenant, il y a d'autres crises qui sont venues s'ajouter aux crises économiques, que ce soit les questions des migrations, que ce soit les questions de la santé, tous ces sujets sur lesquels on a besoin d'une approche commune et où on est en tension entre les intérêts, les pratiques, les histoires des différents États. Et cette volonté, cette conviction qu'on est plus forts ensemble, unis dans notre diversité. Mais pour que cela se réalise, il y a du travail à faire. Et donc il faudra arriver à dépasser les éléments de tension politique qui existent entre nous, qui sont des éléments à la fois anciens, mais qui sont aussi alimentés par les épreuves que l'on traverse ensemble. En attendant, l'euro continue d'évoluer et de se moderniser. En 2023, de nouveaux billets devraient être mis en circulation.